Alors, pour ce second plateau, j'ai envie de dire, on est un petit peu avec les outsiders de la BD. Avec moi, Cécile Chavreau, éditrice chez Les Humanoïdes. Bonjour. Simon Lieberman, cofondateur de 2024. Bonjour. Et une libraire de qualité, tout droit arrivée de Clermont-Ferrand, de la librairie Momie, donc de Clermont-Ferrand. Bonjour. Mélanie Missonnier. Mélanie, est-ce que déjà, pour commencer, vous pouvez un petit peu nous dire comment ça se passe en librairie pour la BD de genre? Est-ce que c'est un créneau qui fonctionne bien? Est-ce qu'on arrive facilement à défendre ces ouvrages qui souvent sont un petit peu dans les parenthèses de la BD? C'est un genre, donc la BD de genre, la BD de l'imaginaire, que ce soit de la fantasy, de la science-fiction ou autre, c'est un genre qui fonctionne toujours. Et c'est un genre que j'ai plaisir à voir en tant que libraire évoluer au fur et à mesure des années. On passe de plus en plus sur maintenant des one-shots ou des petites séries, ce qui plaît beaucoup à nos lecteurs et à nous aussi libraires, parce qu'on peut finir les séries, quand c'est des séries fleuves, c'est un peu compliqué. Et ça reste un genre qui a toujours le vent en poupe, qui est peut-être un peu moins jugé qu'à une certaine époque. On va plus vers l'imaginaire maintenant, peut-être un peu plus facilement. Et on a de plus en plus de jeunes auteurs et autrices qui nous font des textes oniriques sur l'imaginaire en tout genre, hyper efficaces et qui plaît toujours. Il y a toujours un gros lectorat et de plus en plus de nouveaux lecteurs aussi qui s'y mettent. Oui, c'est ce que j'allais dire. On se retrouve avec un lectorat assez hybride, avec tout un jeune public aussi, peut-être venu du manga, je ne sais pas. Exactement. En fait, on va avoir un nouveau public de plus en plus qui va venir donc, sur la BD, mais aussi, donc, je compte le comics aussi dedans, parce que maintenant, on a vraiment des publics qui sont un peu plus transversaux qu'à certaines années. Il y a un lectorat qui va lire aussi bien de la BD que du comics indépendant, voire du comics de super-héros, mais le public manga va aussi s'arrêter sur ces titres-là. Je pense à un titre qui a mis un petit peu tout le monde d'accord, libraire comme lecteur, quel que soit le genre. C'est un titre qui est sorti chez Urban Comics il y a quelques temps maintenant, c'est The Nice House on the Lake, qui est un diptyque d'abord, donc pour un premier cycle, qui a rencontré un vrai public et des lecteurs que moi je rencontre tous les jours à la librairie, qui lisent par exemple principalement du manga et qui sont allés vers ce titre-là pour les thématiques, pour le graphisme, etc. Donc ouais, de plus en plus, en tout cas, les récits science-fiction, fantasy, fantastique trouvent un public qui est hyper large. Donc une autre façon aussi d'attirer un nouveau public. En tout cas, j'ai hâte d'écouter vos coups de cœur. Ce sera à la fin du plateau. Avec grand plaisir. Cécile, justement, peut-être, avant de parler de vos titres, j'aimerais quand même faire un petit point sur Métal Hurlant, qui a eu une existence avant, qui a une nouvelle existence aujourd'hui. Est-ce que justement, il y a des jeunes lecteurs qui viennent pour lire Métal Hurlant? Oui, absolument. Alors, il y a eu peut-être une pause en publication, mais Métal, ça fait 50 ans que c'est là. Et c'est grâce à ça aussi que la relance se fait aussi facilement, si j'ose dire. Et de même qu'on a des jeunes talents comme des anciens talents, il y a du jeune lectorat et de l'ancien. C'est là où le succès est très beau, c'est qu'on a réussi à plaire aux premiers lecteurs de métal, et puis aux tout nouveaux, ceux qui ne connaissent pas du tout métal, ceux qui découvrent, ceux qui en ont entendu parler. Voilà, donc oui. On en est depuis la relance, on en est au combientième, là, à peu près? Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer le 9, mais ce matin, normalement, je suis livrée pour le numéro 10. On a également un premier hors-série qu'on a sorti en 2023 qui était sur Anana, le magazine qui était exclusivement fait par des femmes pour des femmes et puis lu par tous, comme j'aime bien le dire. On a également un nouveau numéro hors-série cette année qui arrive en avril sur les chats. Donc, on sera à peu près à 5 publications minimum de Métal Hurlant par an. Je vois que ça sourit dans la salle. On adore tous les chats, et c'est vrai. Oui, c'est la petite surprise. À quoi il ressemble, là? Je crois que vous en avez apporté un. Alors oui, j'ai apporté le numéro 9,
que je vais tenir à l'endroit, voilà, sur l'utopie. Ce numéro, il est aussi particulier. De toute façon, chaque numéro sera un petit peu particulier. Hein. Je ne crois pas vous spoiler en disant ça, puisqu'on a la chance d'accueillir Lloyd Cherry en tant que rédacteur chef adjoint pour la partie rédactionnelle. Donc voilà, il vient enrichir tous les articles qu'on avait jusque-là. Ce numéro 9, c'est le dernier numéro tout créa, puisque pour essayer d'avoir le public le plus large possible et de plaire à tout le monde, on a fait un numéro de création et alterné avec un numéro vintage, là où on faisait de la réédition des numéros de métal qui étaient parus il y a 50 ans du coup. Et donc celui-là, ça marque le dernier de créa. Et à partir du numéro 10, vous aurez des numéros dédiés entièrement à la créativité, à la création, et avec quelques petites rééditions de temps en temps quand le thème s'y prête. Sur les modèles de créa, est-ce que la ligne édito a bougé par rapport à ce qu'on pouvait trouver Pas du tout. Non, pas du tout. Metal, c'est toujours la machine à rêver. Il y a 50 ans, c'était vraiment une volonté de la part des créateurs, donc Jean-Pierre Dionnet, Druyer Moebius, de créer un magazine de bande dessinée pour un public adulte, parce que c'est vraiment ça déjà le souhait. Et puis surtout, de la bande dessinée, de l'imaginaire. Les créateurs étaient des grands fans de pulp et de science-fiction, et le public français en avait envie. Il n'y avait pas ça encore en publication. Donc, ils ont lancé cette machine à rêver qui n'en finit pas et qui ne s'arrêtera pas, je pense, puisque, bien, comme toutes les histoires de genre, on s'émerge un petit peu dans la réalité, et c'est ce qui fait que Metal traverse les années comme ça sans changer. Tout à fait. Chez les Humanoïdes, vous êtes surtout connus pour Metal Hurlant, mais vous publiez aussi plein de BD oui. Dont vous voulez nous parler. Détour par Epsilon. Oui, avec plaisir, oui. Alors, Détour par Epsilon, je l'ai mis là. C'est donc le premier livre de Lolita Couturier. Je suis extrêmement fière de ce livre, puisque à partir de l'année dernière, on a commencé un petit peu à faire un tout petit pas de côté niveau graphisme. Alors on garde notre ligne, puisqu'elle fonctionne, et puis que je pense que je peux dire aujourd'hui qu'on est un des derniers éditeurs indépendants à avoir une ligne, là où nos concurrents deviennent tous généralistes. Nous, on reste ancrés dans le genre de l'imaginaire. Et Lolita donc, nous offre un premier album, Détour par Epsilon, où on va suivre cette jeune héroïne, Tom. Tom est banni de sa cité, donc on est dans un monde bien sûr apocalyptique. Tom est banni de sa cité et elle est enceinte. Et il va falloir qu'elle survive. Lolita, ici, elle offre quelque chose qui est totalement dans l'air du temps, puisqu'on est dans une œuvre de hop punk. Alors, je pense que vous commencez à tous en entendre parler. Si vous connaissez pas le genre, vous pouvez lire Metal Hurlant, puisque Charles fait un super article à ce propos. Et donc, cette année, en 2024, en juin, nous aurons déjà la suite de Détour par Epsilon, où on retrouvera Tom. Donc Tom, dans ce premier tome, elle essaie de survivre. Elle fait la rencontre de Vladimir qui vit tout seul dehors et qui s'en sort comme il peut. Et eh bien, on termine le tome sur leur séparation. Vladimir a disparu et Tom est faite prisonnière. Alors, elle est prisonnière dans une cage dorée, puisqu'on s'occupe extrêmement bien d'elle, et on va découvrir pourquoi très rapidement. On en veut à son bébé. Puisque aujourd'hui, enfin en tout cas dans ce monde-là, les bébés sont de plus en plus rares. C'est un deuxième et dernier tome, donc l'histoire se conclut dans ce deuxième tome. Alors, c'est pas la couverture, hein, ça c'est le tome numéro 1, je n'ai pas encore la couverture du tome 2, mais promis, il arrive en juin. Et donc dans ce deuxième tome, il y a beaucoup plus d'action. On est dans une véritable... Enfin, la guerre a éclaté. Beaucoup plus de personnages. C'est totalement jouissif. C'est génial. Enfin, j'adore ce que fait Lolita. C'est vraiment un talent à suivre. Je pense qu'elle fera partie des grands noms dans quelques années. J'y crois beaucoup, en tout cas. Vraiment. Génial. On bascule un petit peu sur quelque chose de moins joyeux, peut-être, avec Morpheus. Alors, Morpheus... Donc... on est connu principalement pour des livres classiques, donc de genre classique, science-fiction, fantasy, fantastique. Morpheus, c'est totalement cette ligne-là. Le dessin, c'est un dessin réaliste. Morpheus, c'est un de mes coups de cœur également. C'est donc le premier livre classique de cette année qui est paru début janvier.
C'est également la première adaptation d'un livre paru aux éditions L'Homme sans nom. Alors, depuis quelques années maintenant, on fait des partenariats avec des éditeurs de littérature de genre, critique notamment. On a fait 3-4 adaptations l'année dernière. Cette fois-ci, L'Homme sans nom, c'est une maison d'édition qui fait partie de notre maison d'édition désormais. Depuis l'année dernière, on a la chance qu'il nous ait rejoints. Et donc Morpheus, c'est l'adaptation d'un des livres qui s'appelle Les bras de Morphée. L'auteur s'est essayé lui-même à la scénarisation et je veux dire que c'est vraiment réussi, c'est un génie, ce Yann Bécu, il faut le dire. Ici, l'adaptation des bras de Morphée, Morpheus, donc on est dans un monde où il y a une pandémie. D'ailleurs, on commence le livre avec « À quoi ressemblerait le monde si on dormait 20 heures par jour ?» C'est exactement le monde dans lequel vit notre héroïne, Juliette. Juliette, comme tout le monde, elle essaie de s'en sortir. Donc, dans un monde où l'on vit 20 heures par jour, eh bien, les capitales européennes se sont devenues autonomes totalement. Elles se défendent grâce à des personnes qui sont des mercenaires. Juliette en est une. Elle est également mère célibataire. Elle veille comme elle peut sur sa fille qui est atteinte du Morpheus. Et les mercenaires, pour s'en sortir, parfois, ils sont obligés de prendre des drogues ou des substituts pour tenir, puisque tout le monde, véritablement tout le monde, est atteint par la maladie. À côté de ça, ils sont aidés de robots. Ici, c'est Teacher. Teacher, elle veille 24 heures sur 24 sur la petite fille. Et Juliette, donc, en défendant sa cité, un jour tombe sur des trolls, donc un peu de la vermine qui fait n'importe quoi dans cette cité, qui s'attaque à un innocent. Et elle désobéit aux ordres, puisqu'elle est totalement loyale, et c'est une humaine avec un très bon fond, et elle sauve ce monsieur. Il se trouve que c'est un professeur, et qu'il a étudié le Morpheus depuis très longtemps, mais que tous les laboratoires de Prague, puisque ça se passe à Prague, ont été détruits. Et Juliette décide d'aider cet homme à rejoindre un des laboratoires qui se trouve à Berlin pour trouver un remède pour sauver sa fille et puis bien évidemment le monde entier. Donc c'est top, quand on lit ça, on a l'impression de voir un film au cinéma. C'est bourré d'action, le dessin de Francesco Tifoli est hyper efficace. On a une mise en couleur également qui sert énormément la narration, très réaliste. Voilà, une héroïne comme on a envie de suivre jusqu'au bout. Dormir 20 heures par nuit, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, c'est sûr. Vu d'un certain point de vue, ça peut donner envie. En effet. Un autre titre dont vous vouliez parler, Les pilleurs de cimetières. Oui, alors, pilleurs de cimetières. J'ai eu la chance de signer ce premier ouvrage français de Sébastien Cabot. Pilleurs de cimetières, c'est également ces livres que l'on va sortir qui sont les petits pas de côté graphiques. Sébastien Cabot, il a déjà écrit 3 livres de bande dessinée qui ont été édités en français par la maison d'édition L'Œuf. Ici, c'est vraiment une œuvre française directement. C'est une adaptation très libre d'une des nouvelles de Robert Louis Stevenson. On est autant dépaysé que dans L'île au trésor et on a autant peur que dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde. L'avantage de cet auteur complet, vraiment qui est bourré d'imagination, c'est qu'il nous sert un trait qui tire vers la caricature et le théâtre, ce qui fait qu'il y a un humour très très noir tout au long de l'œuvre qui permet quand même de digérer un petit peu l'horreur du propos. Donc le propos, je vous le raconte brièvement, c'est l'histoire de Fête, ce personnage-là, qui est un étudiant en médecine totalement maladroit, timide, enfin bon, bref, on ne lui prête pas une grande carrière, et pourtant il devient l'assistant du grand Macfane. Ça se passe à Édimbourg. Macfane, c'est un grand chirurgien, il tente d'apprendre la chirurgie à ses élèves, et quoi de mieux qu'un cadavre bien frais pour étudier la chirurgie. Fête va donc découvrir que les cadavres sont très très frais et proviennent directement des cimetières d'où ils sont volés. Ça raconte évidemment tous les besoins psychiques et moraux de ce personnage. Il y a un arc narratif extraordinaire puisque on va suivre un personnage qui ne sait plus si il doit dénoncer ce qu'il vient de voir, quitte à ne jamais devenir chirurgien puisque il n'est pas très très malin au départ, ou alors mentir et servir un peu la cause de ce chirurgien.
C'est super. Je vous montre un petit peu le dessin parce qu'effectivement, ça change de ce qu'on fait d'habitude. Ah, je ne sais pas si on va voir. Peut-être que ça s'affiche à votre écran de toute façon. Voilà, un trait super. Voilà, on a l'impression d'assister à une pièce de théâtre. On a un peu envie de rire des fois, mais pourtant, je vous jure que c'est vraiment dégoûtant. C'est un titre d'horreur et je l'aime beaucoup. Voilà, Le pilleur de cimetière. Et puis un titre avec les derniers là, procès, il me semble, sur les trafics de cadavres. Dans des morgues. Oui, il y a plein d'échos à aujourd'hui, c'est vrai. Oui, trop de corps apparemment, et donc on ne sait plus que en faire. C'est exactement ce que dénonçait Stevenson à l'époque, et c'est pour ça que ça a tout à fait sa place aujourd'hui en librairie. Alors, petite parenthèse, on a reçu une question sur l'âge, la tranche d'âge pour Epsilon. Alors, Epsilon, ça se lit dès très tôt, puisque voilà, c'est des propos, ça parle quand même d'émancipation. Donc, nécessairement, on peut commencer à lire ça dès 14-15 ans, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand on est une grande de 40 ans, on adore aussi. Donc, voilà, c'est vraiment tout public. Je pense que les lecteurs qui lisent de la bande dessinée depuis très jeune peuvent le lire aussi. Je pense que dès 12-13 ans, ça peut être possible, il n'y a pas de souci. C'est pas trop violent, quoi. Ok, bon. Voilà. De toute façon, c'est du hop punk, il faut oui, le rappeler. Oui, c'est du hop punk. Vous allez voir, c'est donc complètement dystopique dans un univers totalement estival. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça, donc voilà, c'est un petit bijou. Et il ne pleut pas. Non, jamais. Le dernier ouvrage dont vous voulez parler, c'est Bird King. Alors, Bird King, le voilà, ça, c'est un titre exceptionnel qui est signé par mon collègue Adrien Vinet, un éditeur qui nous a rejoint cette année. Bird King, c'est un achat de droit, donc il est actuellement disponible en Angleterre et il a un gros succès, on le voit beaucoup en librairie. C'est l'œuvre de Chrome et de Daniel Friedman. Donc Chrome, c'est un auteur qui est en train de monter comme pas permis. Je crois qu'il est suivi par plus de 139 000 followers sur Instagram. Enfin bon, ça m'étonne pas, c'est un bijou. Moi-même, quand j'ai lu ça, j'ai adoré. C'est l'histoire d'une jeune héroïne qui est forgeron et puis descendante d'une des dernières tribu de cet univers-là. Elle va rencontrer un roi déchu, Bird King, celui qui est sur la couverture, et tous deux vont tenter de combattre le roi autoritaire qui mène la guerre sur leur terre. C'est une histoire humaine avant tout, c'est un véritable page-turner, j'ai pas pu m'arrêter dès que j'ai commencé. Le dessin est absolument sublime, on est complètement à la croisée entre le manga, le comics, la franco-belge, c'est maîtrisé comme pas permis, c'est génial. Ça sortira pas dans ce format, ça sera un format beaucoup plus franco-belge, entre Détour et puis celui-là. Et voilà, et ça sortira en fin mai. Génial, merci beaucoup Cécile. Je vous en prie, merci à vous. Simon, vous êtes cofondateur d'une maison qui, pour ma part, est connue, mais peut-être que pas tout le monde connaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette maison ? Alors oui, alors c'est les éditions 2024, dont je suis cofondateur avec Olivier Bron. On a cofondé cette maison d'édition en 2010. En fait, on sortait de l'école des arts déco de Strasbourg. Alors maintenant, ça s'appelle la HIR à Strasbourg. Donc, c'est une école très réputée en France. Pas mal d'auteurs sortent de cette école et font partie du vivier de notre maison. Et plutôt qu'en fait de devenir auteur, on a décidé en fait de prolonger un peu les expériences de fanzina qu'on a pu faire à l'époque, pour fonder donc une maison d'édition qui accueillerait en fait des projets dont on ne voyait pas forcément à l'époque les débouchés possibles, puisque alors en fait dans les promotions dont on a fait partie avec mon collègue Olivier, on est toute une sorte de génération aussi d'illustrateurs qui ont grandi à la fois avec le franco-belge classique, Astérix, Tintin, alors le début du manga aussi. Et puis aussi, on a grandi avec Persepolis, toute l'émergence des maisons d'édition alternatives, Cornelius, Lasso, etc. Donc ça fait partie de notre culture commune, où effectivement, il y avait du coup, dans cette génération, l'envie de proposer des choses effectivement alternatives dans cette veine effectivement d'éditeurs alternatifs, mais qui prendraient un peu en main la question de la littérature de genre, c'est-à-dire SF, fantasy, etc.
qui font pas vraiment partie de l'ADN, on va dire, de ces maisons comme voilà, Maison Cité, Cornelius, etc. Enfin, Cornelius, plutôt l'association en l'occurrence. Et en fait, oui, on peut faire des BD pointus avec un engagement graphique très fort, des partis pris esthétiques des fois un peu qui sortent de l'ordinaire, en faisant effectivement ce qu'on appelle de la littérature de genre. Donc, voilà, ça fait partie un peu du point de départ de notre maison. Et on s'est lancé. Voilà, donc ça fait 14 ans maintenant. Donc le pari est plutôt réussi pour l'instant. Oui, alors on se fait un peu rattraper parce qu'en 2010, 2024 paraissait de la science-fiction. Donc on avait prédit qu'on ferait plein de livres jusqu'à la fin du monde, qu'on prédisait en 2024. On prédisait la fin du monde et la fin du système de retraite par répartition. Donc on n'était pas très loin. C'est pas mal. Voilà. Alors effectivement, on est 2010, c'est loin. C'était une époque un peu plus gaie, on va dire. Là, effectivement, on a un parcours en fait de 14 ans où on a suivi pas mal d'auteurs qui ont refait des livres et effectivement, du point de départ un peu littérature de genre, on a un peu glissé. Enfin, les thématiques se sont un peu approfondies. On est toujours sur ces mêmes thématiques, on va dire, mais petit à petit, effectivement, l'écologie, les guerres, etc., ça infuse et ça devient de plus en plus prégnant, on va dire, dans les ouvrages qu'on propose. Alors, ça pouvait déjà être présent au début. Donc, pour d'ailleurs peut-être situer un tout petit peu, on a dans notre catalogue des titres que vous connaissez peut-être, comme Jim Curious, Voyage au cœur de l'océan, un livre en 3D à voir avec des lunettes roses et bleues, on a pas mal vu. Et dans les derniers titres, effectivement, là, parus ces temps-ci, donc il y avait Le Grand Vide de Léa Muravia qui avait eu le prix France Télé donc il y a 2 ans, et Des Vivants de Raphaël Mels, Louise Moati, Simon Roussin qui avait eu le prix du jury à Angoulême. Et effectivement, ça, c'est des titres effectivement qui sont pour l'un de la SF, l'autre Des Vivants plutôt historiques qui s'attache à raconter les débuts d'un mouvement de résistance en France lié autour du Musée de l'Homme. Donc en fait, qui fait écho évidemment un peu à ce que ça peut être l'engagement actuellement. Voilà, c'est des choses. Et Le Grand Vide, effectivement, peut être lu d'une certaine façon comme une sorte de commentaire de notre époque, on va dire, gouvernée aussi par les réseaux sociaux, les injonctions médiatiques. Et effectivement, c'est des ouvrages qui questionnent, on va dire, notre monde, j'ai envie de dire, par le biais détourné, effectivement, de aventure, SF, ce genre de thèmes. Oui, tout à fait. Le Visage de Paris aussi est un bon exemple, par exemple, je trouve, de ce que vous pouvez faire. Voilà. Alors, du coup, là, pour aujourd'hui, on a sélectionné effectivement quelques titres, dont Le Visage de Paville, qui est donc un livre de SF. Donc, voici la couverture. Donc, il est en sélection à Angoulême cette année. Donc, Jérémy Perraudot, c'est son 4e ouvrage chez nous. Et c'est un auteur... alors, à chaque fois, ça a été de la SF, on va dire. Son ancrage, c'est justement... il y a vraiment un peu les ingrédients SF qu'on connaît, mais il s'attache à chaque fois à faire un pas de côté. Donc, dans cet ouvrage, on a Paville, qui est un scribe de l'Empire qui s'écrase avec son aéronef sur une sorte de planète inconnue. Donc, on se retrouve en fait avec ce personnage qui est projeté un peu dans une sorte de société archaïque où il doit, puisqu'en fait, il est recueilli par les habitants de Lapiosa, qui est une sorte de village qui vit un peu en marge de cet empire. Et il va devoir un peu s'intégrer aux mœurs, aux coutumes. Donc on est dans un récit où on se met un peu au rythme de cette vie rythmée par les coutumes ancestrales. Et c'est un peu du Claude Lévi-Strauss marié à Star Wars. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans on a tous les ingrédients de la SF, mais effectivement, il arrive à tisser une BD
très prenante avec effectivement des éléments d'anthropologie. Évidemment, après, il y a un scénario qui se noue. On n'est pas juste dans une description effectivement d'une civilisation. Ensuite, on va plonger aussi dans le mystère de cette île sur laquelle il a atterri, mais ça fait partie effectivement de la sensibilité de cet auteur d'arriver effectivement à tirer un récit SF vers des thématiques plutôt matures. Autre livre complètement, alors là, vraiment décalé de chez décalé, le Nécromancien. Déjà, le nom est hyper drôle. Et quelle couverture! Regardez ce chien. Alors, Mathias Haréguy, écoutez, c'est un ouvrage, effectivement, je pense que vous n'en verrez pas d'autres. Il y a un cocktail assez improbable. Donc, ça raconte l'histoire de John Morose, qui est une sorte d'artiste loser qui traîne en peignoir chez lui et qui traîne son spleen avec, effectivement, la velléité de faire son grand œuvre en peinture, mais qui remet chaque fois au lendemain. Et une sorte de procrastinateur qui est effectivement entretenu dans ses travers par son voisin le plus proche, qui est Hans Dubonner, une sorte de méchant peintre également, et qui lui rencontre le succès, un succès vraiment insolent. Et sa particularité est de peindre des chats et de faire des peintures de chats d'une beauté exquise. Et effectivement, cette espèce de loose va un petit peu changer de camp, on va dire. Bon, je ne vais pas spoiler exactement, mais le fait est que notre bon John Morose va un jour se voir offrir un petit chien, ce petit chien qui va devenir une sorte de muse pour lui. Et à partir de cette nouvelle relation, va découler, on va dire, une sorte d'élan créatif. Donc, alors, qu'est-ce que c'est cet album? Un album sur la création, un album de blagues, pas que. C'est à la fois très émouvant. Alors, pour donner un petit peu juste un élément de réponse, Mathias Haréguy a eu l'idée de cet album en regardant le film Ghost, vous vous rappelez, avec Demi Moore et Patrick Swayze. Et il s'est dit que ce film serait encore plus beau en remplaçant Patrick Swayze par un chien. Et donc ça donne lieu à cet ouvrage. Ce qui ajoute vraiment à l'énigme du livre, là. Ça ne répond pas du tout à la question qu'est-ce que c'est que ce bouquin. Je laisse découvrir. Pardon. Alors, Éther, là on est sur un livre au format vraiment éblouissant. Enfin vraiment, c'est quand même magnifique, immense. Très grand, tout à fait. Alors, pour donner un petit aperçu, donc Étienne Chaise, c'est un auteur qui a fait précédemment un livre Hélios qui est dans le même format, un peu dans le même univers, on va dire, et c'est le récit quasi biblique, on va dire, d'un peuple. Il n'y a pas vraiment de héros nommément cités. C'est vraiment... donc on démarre au début par la chute de la ville d'Ur qui a été assiégée. Donc on est dans les flammes, et il y a une cohorte de citoyens qui sort de cette ville avec les dernières flammes du temple d'Ur et qu'ils vont essayer de mener vers une terre promise un peu mythique qui s'appelle Agartha. Donc ils vont traverser un peu les époques, les pays pour essayer d'arriver à une forme de paix avec de se retrouver effectivement un lieu accueillant. Et on va les suivre dans une sorte d'exode semé d'embûches. Et c'est particulier parce qu'effectivement, il n'y a pas de héros. C'est l'histoire effectivement d'un peuple. C'est une sorte de... c'est un récit assez graphique, évidemment. On suit effectivement de paysage en paysage ce parcours-là. Ça évoque pas mal de choses. Ça évoque le graphisme un peu du jeu vidéo d'un côté et de Caspar David Friedrich de l'autre. Encore une fois. Mais ça a réussi un peu à
a tiré ça vers quelque chose d'assez émouvant au final. Et puis c'est effectivement c'est un ouvrage un peu hors norme aussi par son format. Donc, Ouais, qui ressemble quasiment à un album pour adultes, on pourrait dire. J'ai pas cité ça tout à fait tout à l'heure, mais on a depuis effectivement quelques années, on labellise les albums jeunesse 4048 pour faire une distinction, que ce soit plus évident pour les libraires aussi de s'y retrouver chez nous. Là, on l'a floqué 2024 en l'occurrence, parce que c'est vrai que c'est autant adulte que jeunesse. C'est un album assez inclassable. Alors du coup, tout à l'heure, vous disiez que 2024, c'était peut-être la fin du monde. Là, vous la prédisez à 4048. Ah ouais, là, on est, ça va, on est pas mal dans le futur. Écoutez, de toute façon, c'est pas tout à fait la fin du monde. Il va peut-être se passer quelque chose en 2025, mais surprise, effectivement. Ça, je laisse découvrir, effectivement. Voilà. Et non, il y avait du coup un 4e ouvrage donc, que je n'ai pas d'une là. autrice d'ailleurs qui est assez connue. Voilà, Anouk Ricard, pour ceux qui veulent resituer, elle a fait Anna et Froga notamment, Commissaire Toumi, Coucou Bouzon, voilà. Donc elle a fait aussi un album qui a eu le prix du jury l'an dernier à Angoulême, c'était pour Animan. Et là, on sort effectivement son nouvel ouvrage qui s'appellera Ducky Coco, qui sortira en avril. C'est vraiment dans l'univers de Anouk Ricard. Là, on est avec un canard qui s'appelle donc Ducky Coco, son fidèle cheval qui s'appelle Guiguit. Et c'est bien débile comme on aime bien ces récits, avec effectivement chaque fois des petites histoires. Alors, c'est pas un long récit, c'est vraiment des histoires des fois entre 1 et 6-7 pages. Et parfois, elles se retrouvent effectivement avec dans des sortes de villages western un peu thématiques comme Art Town, où tous les habitants se livrent à des expériences de peinture dignes du nécromancien, on va dire, dans un côté cousin. Et c'est drôle, c'est à la fois idiot et sympathique. Et voilà, ça sort en avril. Mais toujours cette marque qu'elle a avec des personnages impertinents. Oui, voilà, il y a un humour absurde qui est en fait aussi se marie très bien avec ce graphisme très jeunesse, où on a l'impression au prime abord que c'est effectivement un album pour enfants. Et effectivement, il y a aussi un côté très enfantin dans certains gags, mais elle arrive toujours à déglinguer un peu ce système-là et à le rendre plus bizarre que ce qu'on aurait sans doute imaginé au début. Et effectivement, c'est comme tous ces ouvrages, ça marche à plein de degrés différents, autant chez les enfants que chez les adultes, clairement. Génial, merci beaucoup Simon. Mélanie, maintenant, est-ce que vous pouvez me parler un peu de vos coups de cœur? Est-ce qu'il y a déjà de la BD de genre? Il me semble que vous aviez même un coup de cœur pour un bouquin de 2024. Ouais, alors Ether est arrivé, je pense que comme tous les libraires de France, il n'y a pas eu de retard sur les livraisons, j'espère pour vous. On a reçu Ether semaine dernière et je me revois ouvrir mon carton. Je l'avais vu passer dans les bons de nouveautés évidemment, mais libraires fatigués que nous sommes après les fêtes de fin d'année, on oublie très rapidement ce qu'on a commandé. Et j'ouvre ce carton et je vois d'abord ce dos toilé turquoise que je trouve absolument sublime. On aime tous un beau dos toilé, ça fait toujours plaisir. Et il n'y avait que ça dans mon carton parce que plus rien ne rentrait dedans, évidemment. Et en fait, je l'ai feuilleté et je l'ai lu et je trouve ça absolument sublime. Et quel bonheur en fait d'avoir un ovni comme ça dans la rentrée de janvier pour bien commencer l'année. C'est très très beau et c'est vraiment à lire. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être coups de cœur? Il y en a plein. Il y en a plein et vous allez voir, donc dans mes coups de cœur, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup l'imaginaire, qu'il soit en science-fiction, fantastique ou autre. Mais j'aime ces incartades de l'imaginaire pour nous parler de la vraie vie. Alors je suis confuse. Les titres qui m'ont fait un coup de cœur sont pas forcément hyper joyeux, mais se posent des bonnes questions et moi m'ont vraiment marqué. Et je trouve que la rentrée de janvier est très belle et a commencé hyper fort. Alors ça va faire rire doucement certaines personnes qui me connaissent un peu, puisque le 3 janvier est sorti un titre que j'attendais depuis 1 an, qui s'appelle donc Le Grand Large de Jean Crémers, qui est sorti chez Glénat.
Jean Kremers, qui est-il? Donc, c'est un jeune liégeois qui a sorti l'année dernière Vague de froid au Lombard, qui était une histoire de deux frères qui partaient en road trip en Norvège. Texte qui m'a chamboulée et je suis tombée directement sous le charme de la carrière de Jean. Et du coup, son deuxième album est arrivé et c'est très très bon. Donc édité chez Glénat actuellement. Je suis confuse, je n'ai pas pris mes coups de cœur, ça ne rentrait pas dans ma valise clermontoise. Donc Le Grand Large, c'est une pérégrination entre trois personnages. On est dans un monde dévasté, la fin du monde est arrivée, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé et c'est pas le but. Et on va tout simplement suivre cette trajectoire de ces trois âmes un peu perdues. Et ça va tout simplement parler du fait de vieillir, du fait de vivre, comme quoi c'est compliqué de trouver sa place dans le monde. Je vous ai dit que c'était pas hyper joyeux, mais c'est hyper beau. Je trouve que Jean a réussi à faire un vrai travail hyper audacieux, de voir que c'est que son deuxième album, il est au tout début de sa carrière. C'est prometteur, c'est courageux et ça pose des vraies questions tout en étant hyper poétique. Et ça, c'est un vrai coup de cœur. Génial. Je suis désolée, j'ai pris mes petites notes un petit peu à l'ancienne. Deuxième coup de cœur, on reste en BD. J'ai eu le plaisir d'avoir des coups de cœur un petit peu sur tous les styles. Donc je vais vous parler aussi bien de BD, de comics, de manga et de jeunesse. Donc on reste sur de la BD que moi personnellement dans la librairie j'ai mis en jeunesse mais qui peut aussi bien être en adulte. Et c'est ce genre d'album qui peut être lisible par un large public, un peu comme Détour à Epsilon effectivement, qui est conseillable totalement par un public ado, pour un public ado. Et donc c'est Rébis qui est une nouveauté au Lombard qui est sorti le 12, donc la semaine dernière, qui est un gros one-shot absolument merveilleux de deux autrices italiennes. Je suis extrêmement désolée si j'écorche leur nom. Donc de Irène Marchesini, et Carlotta Di Cataldo. Là, on part sur une pérégrination dans un monde où les sorcières existent, mais ça parle pas que de sorcières, et c'est pour ça que j'ai adoré ce texte. On va suivre Rébis, qui est un jeune garçon, qui est albinos, qui se fait rejeter totalement par sa famille puisqu'il est différent. Rébis va donc suivre une trajectoire de solitude et être recueilli par une sorcière. Et on va suivre ce duo un petit peu improbable contre vents et marées. Ça va parler de différence, du fait de trouver sa place dans un monde qui nous juge, parce que c'est pas normal d'être différent pour beaucoup. Et en fait, c'est une déclaration d'amour au fait d'être unique. Graphiquement, c'est un plaisir pour les yeux. Toutes les planches, les cases sont merveilleuses. La colorisation, elle est sublime. Et c'est une vraie pépite qui vient de sortir, que je vous conseille chaudement. Là, on attaque le plus lourd. Pour moi, ça va être un des plus gros titres de cette année. Et je suis très honnête en disant ça. J'ai lu ce titre et j'arrive pas encore totalement à m'en dépêtrer. Ça sort le 17, ça devrait arriver chez tout le monde dans les cartons. Ça sort chez iComics. Le titre, c'est It's Lonely at the Center of the Earth de Zoé Sorogood, qui est une autrice illustratrice américaine. Zoé, elle est toute jeune et pour moi, c'est cet album qui va marquer le tournant de sa carrière. C'est un texte autobiographique où elle va raconter sa période où elle dessinait à ce moment-là, donc un comics qui est sorti l'année dernière pour nous français, Rain. Et elle va nous parler de sa dépression, mais elle va nous en parler vraiment. Il n'y a aucun faux semblant. Elle va en parler totalement librement de son anxiété, de sa dépression, de sa timidité, de ses difficultés sociales. Qu'on soit atteint de ces troubles-là ou pas, on est forcément touché. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cet album, c'est la composition des cases. On est très loin d'un gaufrier classique du franco-belge ou des comics classiques de super-héros. Là, Zoé, en fait, a totalement mis son âme et son désarroi dans ce comics. On a des planches qui sont déstructurées. On a des planches où c'est un personnage bâton qui va nous parler, nous dire que la vie, c'est dur. Et effectivement, la vie, parfois, c'est dur. Mais c'est aussi très beau. Cet album, c'est un coup de poing. Je vous conseille de le lire quand ça va très bien, parce que c'est pas facile. Mais c'est un vrai morceau de courage. Et graphiquement, c'est un ovni qui fait du bien. Je vois que ça prend des notes, en tout cas. Voilà, je vous laisse écrire, je tourne mes petites pages.
On va aller sur quelque chose d'un peu plus soft, on va dire. Mais on va parler toujours d'anxiété. Bizarrement, j'aime bien ces thématiques-là. Là, on est moins sur la nouveauté que les titres que je vous ai cités. On passe en jeunesse. Et je voulais parler de Elliot au collège, de Théo Grosjean. Il y a deux tomes actuellement qui sont sortis. Les deux sont sortis donc, chez Dupuis. Théo Grosjean, qui est aussi connu pour être l'auteur donc, de L'homme le plus flippé du monde, qui a été un de ses gros titres. Et donc Elliot au collège, le premier tome est sorti l'année dernière en janvier et le deuxième en septembre. Et on va suivre les aventures d'Elliot, qui commence. Elliot rentre au collège et Elliot, c'est un petit garçon comme beaucoup, comme nous on a pu être il y a plusieurs années, qui va à l'école, qui a une famille, qui va rencontrer des nouveaux copains. Sauf que Elliot a une particularité, c'est qu'il a avec lui une sorte d'ami imaginaire, qui est représenté, c'est une grosse boule marron avec 2 bras, 2 jambes, qui a une tête fort sympathique, hein, qui est en fait la représentation de son anxiété, de sa timidité, du fait qu'il se cherche et qu'il ne comprend pas forcément trop les relations humaines. Et on va tout simplement suivre la vie d'Elliot dans sa vie de tous les jours. Le projet de Théo, l'auteur, c'est de faire en fait une série où on va suivre vraiment Elliot, un tome par année. De ce que disait Théo à la base, c'est jusqu'à ce que Elliot soit à la fac. Moi, j'ai hâte de le voir rentrer à la fac. Et cet album, moi, m'a beaucoup marqué parce que c'est brillamment écrit. Les dialogues sont absolument sensationnels, c'est drôle. Qu'on soit au collège ou qu'on ne soit plus du tout au collège, on est forcément marqué par certaines des références et des réflexions. Le fait d'avoir de nouveaux amis, de sortir de sa zone de confort, etc. C'est brillamment écrit et ça fait vraiment du bien d'avoir cette désacralisation du stress, de l'anxiété, et qu'on a tous un ami imaginaire qui nous suit, qui est sur notre petite épaule comme ça, et qui nous rappelle des fois qu'on peut le faire et que c'est pas forcément facile. Et c'est une super série que je vous conseille. Moi, je la conseille pour mes jeunes lecteurs à partir de 8 ans, sans aucun problème. Alors, j'en suis où ? Mon petit dernier coup de cœur n'est pas encore sorti et j'en suis désolée, mais j'étais obligée d'en parler. Il arrive bientôt. Là, on passe en manga. Ça sort donc le 25 janvier. Ça s'appelle DRCL Midnight Children, rien que ça. C'est chez Kiyun, par Sakamoto Shinichi. Et c'est une réécriture de Dracula. Actuellement, il y a 3 tomes au Japon. Nous, donc, le premier tome sortira pendant la semaine d'Angoulême. Il va se passer plein de choses aussi à Angoulême en lien avec ce titre. Donc, la réécriture de Dracula, on commence le texte, on est sur un gros navire qui transporte de la marchandise. Et très vite, on va se rendre compte qu'il va se passer des choses hyper étranges. Et l'incartade du fantastique arrive et on va repartir sur les traces en fait, d'une belle déclaration d'amour à Bram Stoker et à son merveilleux vampire qu'est Dracula. Ce que j'adore dans Shinichi, donc c'est l'auteur de Ascension et Innocent, pour ceux qui connaissent, c'est son trait. Il a une façon de dessiner qui est absolument sublime, qui est hyper incarnée. Là, on est dans une série, donc on est à la fin du 19e siècle, donc on a le droit à des costumes merveilleux. C'est un vrai bon récit vampirique, comme on n'en avait pas eu depuis très longtemps en manga. C'est très beau, la couverture est sublime. Kiyun a fait un travail de maquettage assez hallucinant. Je tourne mes petites pages. Shinichi il a une façon de travailler que je trouve hyper intéressante. Il met des ombrages sans en mettre trop. Donc, notamment, et puis les yeux de ces personnages sont hyper incarnés, voire hyper flippants. Mais du coup, ça marche vraiment bien. Si vous êtes curieux ou curieuse, il y a un super docu qui est directement dispo sur YouTube qui s'appelle Shinichi Sakamoto Manga Creation in the Digital Area. Et en gros, en fait, Shinichi travaille avec une tablette graphique, mais travaille aussi à la main et fait les 2 techniques ensemble et ça fonctionne hyper bien. Pour celles et ceux qui sont intéressés à Angoulême, il y a une magnifique masterclass qui sera animée par l'auteur qui se déroulera le 26 et une expo que j'ai absolument hâte de voir autour de Dracula, donc, qui s'appelle Dracula Immersion dans les ténèbres, donc, qui va retracer donc, toute l'adaptation que Shinichi a fait de Dracula avec son manga DRCL. Trop bien. Alors, question un peu à 1000 € pour une libraire qui s'en sort avec les mangas. Comment on range
des mangas dans une petite librairie? Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner? Déjà, on s'arrache les cheveux. Déjà, c'est le premier conseil. Vous voyez, moi, les miens sont devenus roses. C'est quand même assez dangereux de ranger des mangas. Faut être un pro en Tetris. C'est hyper important. Donc, nous, à la librairie Momie à Clermont, on a une seule boutique. Je sais que certains de mes autres confrères Momie jouent au Monopoly dans les rues dans lesquelles ils sont et ont la chance d'avoir une boutique spécialisée manga. Nous, on a un petit espace. Petit est un grand mot. Hein. On a quand même la chance d'avoir un fond et de la nouveauté assez importante. C'est un questionnement de tous les jours. Comment on range le manga, comment on le classe? Nous, pour l'instant, on est à la façon, entre guillemets, la plus classique de faire. On range par ordre alphabétique de titres. On stocke partout. Je pense que dans notre librairie, nous, on a une surface de vente de 120 mètres carrés et une surface de stockage qui est répartie en plein de petits endroits assez étranges. Il y a du manga et des piles partout. Et voilà, c'est une question en fait de patience, beaucoup, d'ingénierie très souvent. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de confrères qui ont des classements aussi qui sont thématiques. Nous, on le fait pour la BD depuis le mois d'août. On a fait un gros chantier sur notre rayon BD où on range maintenant par thématique de genre. Le manga reste en ordre alphabétique pour l'instant et on essaye tant bien que mal de faire tourner notre fond, c'est-à-dire que pour certaines séries qu'on veut absolument garder, on ne garde que le début, etc. etc. C'est des petites astuces que mes collègues libraires connaîtront, mais c'est un beau rayon où il y a beaucoup de boulot. Trop bien, merci beaucoup à tous les trois. Avec plaisir. On se retrouve dans vraiment quelques mini-minutes. Et puis, pour ça y est, du coup, le plateau manga et 1 million de tomes de nouveaux livres.